Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a remis un rapport sur la crise politique en Guinée au secrétariat général des Nations Unies. Les conclusions de ce rapport dans cette édition. 35% des jeunes gabonais sont sans emploi. Pour tenter de réduire ce taux de chômage, les autorités misent sur le plan Gabon émergent, l'objectif étant d'atteindre le plein emploi, un défi de taille. Et 3,4 milliards de dollars, c'est le montant total des promesses de dons qui ont été faites aux Nations Unies pour aider le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée à éradiquer définitivement le virus Ebola. Mais tout d'abord, sachez que c'est ce lundi que la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest devait rendre sa décision dans l'affaire qui oppose l'État burkinabé à l'ancienne majorité. Selon elle, le nouveau code électoral qui exclut de la présidentielle et des législatives d'octobre les partisans du président déchu, Blaise Compaoré, n'est en effet pas constitutionnel. La Cour de justice de la CEDEAO a donné raison aux anciens partisans du président Blaise Compaoré. Reste à savoir si le Burkina Faso va se conformer à cette décision de la Cour. En théorie, oui, puisque l'État ne peut pas faire appel. Ouverture du dialogue national au Congo, un dialogue initié par le président Denis Sassou Nguesso et boycotté par l'opposition, puisque si le chef de l'État a ouvert ses consultations pour débattre de l'avenir des institutions et de l'organisation des élections, notamment de la présidentielle de 2016, l'opposition le soupçonne de le faire uniquement pour modifier la Constitution et briguer un troisième mandat. Les enjeux de ce dialogue racontés par notre envoyé spécial au Congo, Marie-Angèle Touré. C'est ce lundi 13 juillet dans l'après-midi qu'a débuté ici à Sibiti, c'est environ à 250 km à l'ouest de Brazzaville au Congo, le dialogue national initié par le président Denis Sassou Nguesso. Cette réunion a pour but de permettre tout d'abord aux acteurs politiques et à la société civile de débattre autour de la gouvernance électorale et de la réforme des institutions. La salle où se déroule le dialogue est comble, l'ambiance est d'ailleurs plutôt détendue. L'avenir des institutions congolaises y sera donc, vous l'avez compris, discuté. Le pouvoir encourage en partie cette initiative clivante au sein de l'opposition. Certains s'en réjouissent, d'autres estiment sa durée, 4 jours, insuffisante. Et les plus radicaux ont soit choisi de ne pas y participer ou ont posé des convictions à leur participation au dialogue qui sont restées sans suite. Ce dialogue se veut donc sans préalable, sans a priori et a pour objectif de trouver un consensus sur les questions à l'origine de désaccords au sein de l'opinion nationale. Les jours à venir nous diront si l'objectif visé par le pouvoir seront ou non atteints. Et une dernière précision, et non des moindres, le président Denis Sassou Nguesso ne participe pas à cette première journée de dialogue. Les Nations Unies attentives à la situation en Guinée, puisque, rappelons-le, le pays est perturbé par un bras de fer entre le pouvoir et l'opposition. Cette dernière exige en effet que l'élection présidentielle se tienne avant les communales, une exigence qui a été satisfaite par le président Alpha Condé, une preuve que la situation tend vers l'apaisement, selon le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Arwa Barkala. La situation politico-sécuritaire de la Guinée, toujours au cœur des préoccupations des Nations Unies, semble s'éclaircir. C'est ce qui ressort du rapport du représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, qui livre des éléments optimistes dans son rapport délivré à New York le samedi 11 juillet 2015. Des éléments litigieux de longue date qui divisaient le gouvernement et l'opposition sont maintenant examinés, notamment le renforcement des capacités de la CENI, une liste électorale crédible et le suivi ainsi que l'évaluation des préparations aux élections présidentielles avec le soutien des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'OIF et des partenaires bi- et multilatéraux. Mohamed Ibn Chambas a néanmoins salué l'accord sur le calendrier électoral passé entre le chef de l'État et l'opposition. Ainsi, l'élection présidentielle se tiendra avant les élections locales. La CEDI avait été invitée à fournir des explications techniques sur le calendrier électoral, sur l'organisation des présidentielles. Donc après ça, on a laissé le soin à la classe politique de débattre du contenu des déclarations de la CENI sur les échos que nous avons. Ils sont en train d'aller vers des solutions consensuelles et des propositions. Nous attendons les dernières réactions, mais nous continuons à travailler sur le calendrier des présidentielles parce que ce calendrier n'a pas été remis en cause.
Un calendrier électoral qui aura su trouver le consensus durant le dialogue amorcé par la présidence le 19 juin 2015. Mohamed Ibn Chambas y avait siégé en tant qu'observateur. Il précise également dans son rapport que la Guinée risque de manquer de moyens financiers et d'observateurs experts pour mener à bien le processus électoral du pays. La troisième conférence internationale sur le financement du développement. L'événement s'est ouvert ce lundi matin à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, après les réunions de Monterrey au Mexique en 2002 et de Doha au Qatar en 2008. Ce rendez-vous ambitionne d'explorer les différentes pistes visant à mobiliser les financements pour réduire l'extrême pauvreté d'ici à 2030. Jusqu'à jeudi, la capitale éthiopienne devrait donc accueillir une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, mais aussi les plus hauts représentants des Nations Unies et de multiples organisations de la société civile. Au Gabon, le chômage touche 25% de la population et 35% des jeunes. L'État multiplie des stratégies pour tenter d'inverser cette tendance grâce aux axes du plan stratégique Gabon émergent, à savoir le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. Les autorités ambitionnent ainsi d'atteindre le plein emploi. Les efforts pour y parvenir restent encore nombreux. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. La présidence de la République et le gouvernement sont formels. Plusieurs centaines d'emplois ont été créés depuis 2009 au Gabon. Mais pour les populations, il n'en est rien. Selon les statistiques officielles, le taux de chômage avoisine encore les 25% de la population et 35% chez les jeunes. À ce jour, la zone économique spéciale d'Angkok a généré 1500 emplois globalement, emplois directs et indirects. Lorsque nous parlons d'une politique de l'emploi, la politique de l'emploi, ce n'est pas que la fonction publique, ce n'est pas que l'État. C'est aussi ce que l'État met en place comme mécanisme pour attirer les investisseurs et les investisseurs créent de l'emploi. L'année prochaine, c'est le démarrage de la production d'huile de palme au niveau du Congo. Ça, c'est du concret. Le complexe métallurgique de Mwanda, c'est du concret. Les 432 emplois, c'est pas du virtuel. Malgré la promotion des piliers Gabon vert et Gabon industriel, le taux de chômage et le déficit de formation restent encore importants dans le pays. Cependant, de nouveaux métiers voient le jour. Nous allons faire dans la ferraille et aussi nous allons faire dans la fabrication du gaz, le gaz industriel. Mon travail consiste à faire la séparation du laitier au métal. C'est aux sorties des poches, je dois enlever le mauvais produit et recouler le métal. Selon la Banque mondiale, le climat des affaires est très contraignant au Gabon. Conséquence, le faible taux d'emploi observé dans le pays depuis les années 60 à nos jours. Une difficulté que l'État essaie de résoudre, même si le pays est encore loin d'atteindre le plein emploi. Des promesses de dons d'un montant de 3,4 milliards de dollars ont été faites ce vendredi 10 juillet aux Nations Unies, des fonds qui seront utilisés pour aider le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée dans la lutte contre le virus Ebola, notamment en finançant leur système de santé. Au mois de mai, rappelons-le, le Libéria avait affirmé avoir été débarrassé de la fièvre hémorragique avant de connaître 2 nouveaux cas la semaine passée. Lizelsia Kizimana. 3,4 milliards de dollars seront déboursés pour lutter contre le virus Ebola au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Des promesses de dons ont été faites lors de la conférence de l'ONU organisée le 10 juillet 2015. Objectif, aider les pays qui ont été touchés par la fièvre hémorragique à se reconstruire et faire face à Ebola. Ce qui manquait un peu aux pays africains, c'était les moyens financiers pour pouvoir avoir les moyens pour pouvoir éradiquer Ebola. Aujourd'hui, le continent est touché, le monde entier s'est mobilisé pour pouvoir éradiquer Ebola. Et si vous arrivez aujourd'hui sur le continent africain, il y a des dispositions qui ont été prises dans tous les pays pour pouvoir, protéger et puis lutter contre ce phénomène, ce fléau qui gangrène le continent pour l'instant. Mais je pense qu'avec les moyens qui ont été alloués par la communauté internationale, je pense qu'on va arriver aux fins escomptées. Pour ma part, je pense qu'il faut être optimiste dans ce sens. Ces dons vont être injectés dans la reconstruction des infrastructures sanitaires, mais aussi dans la relance de l'agriculture. Ils vont servir également à inciter les entreprises à réinvestir dans ces 3 pays qui ont été durement touchés par l'épidémie Ebola. Une occasion de repenser aussi aux stratégies de lutte contre ce virus au niveau continental. La fièvre hémorragique à virus Ebola est un révélateur de la fragilité de la plupart de nos systèmes de santé. Nous ne devons plus nous voiler la face. Ebola montre le fossé impressionnant qui sépare nos stratégies de l'efficacité qu'elles devraient avoir
sur nos défis sanitaires. La Sierra Leone et la Guinée font toujours face à des cas du virus, tandis que le Libéria, qui l'avait éradiqué au mois de mai, a annoncé avoir découvert 2 autres cas la semaine dernière. Les principales promesses de dons de lutte contre ce virus viennent de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la Banque islamique de développement, des États-Unis et de l'Allemagne. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.